Voilà, donc ravie d'être à vos côtés ce soir pour parler du thème que l'on a intitulé comme ça, quelle stratégie de communication pour les entreprises du marché de l'art. Donc c'est un thème évidemment très vaste, mais on va essayer d'en éclairer quelques grands points avec quelques exemples et avec surtout des témoignages d'expérience de professionnels. Donc effectivement, moi j'ai commencé chez Christie's en janvier 2011. Donc ça date un peu, mais ce que je peux vous dire, c'est que au tout début, les moyens de communication étaient assez simples. On avait un communiqué de presse, on avait de jolies photos, et on communiquait par email, par téléphone. Je me souviens d'un journaliste qui voulait absolument recevoir tous les résultats de vente par fax. Donc c'était quand même assez particulier, mais voilà, enfin, je veux dire, c'était assez simple. On avait bien sûr des événements et le relationnel comptait beaucoup parce que à l'époque nous n'avions pas de base de données comme on connaît aujourd'hui, comme Si Jeune, etc., l'Argus de la presse. Enfin, on en avait, mais c'était des petits classeurs. Avec les noms des journalistes, on n'avait même pas d'email, on n'avait qu'une adresse postale pour envoyer des communiqués de presse. Enfin, c'était vraiment... on est parti de loin. Depuis le Covid, ça a accéléré, même depuis les 10 dernières années. Instagram est né en 2010, je crois, mais c'est vrai que quand Instagram est arrivé, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, en tout cas pour ma part, on ne communique pas forcément avec un communiqué de presse. On peut faire un pitch très simple par email ou même par texto si on connaît bien le journaliste. Les images restent vraiment très importantes parce que, encore une fois, les réseaux sociaux, on veut des images fortes, on veut des vidéos. Maintenant, on fait appel à des community managers. Donc voilà, tout ça c'est vraiment transformé et on a également les influenceurs, les podcasts, enfin ça a vraiment évolué et accéléré dans le sens où les gens veulent être au courant à la seconde, en fait. C'est pour ça qu'on voit des Instagram live, des Facebook live. On doit montrer où on est au moment présent, en train de visiter une expo. Hop, on va le poster tout de suite sur Instagram. Et en fait, c'est vraiment l'accélération de la communication. Donc, en tout cas, voilà, il y a eu quand même pas mal d'évolutions, heureusement. Et on a beaucoup d'outils aujourd'hui pour communiquer. Donc, ça, c'est quand même plutôt intéressant. Oui, je rejoins pas mal ce que disait Beverly sur les changements de ces dernières années. Après, sur les toutes dernières années, on va dire Covid, post-Covid, c'est sûr qu'il y a eu un moment avec notamment la fermeture physique des lieux, et ce, dans le monde entier, parce que nous, nos galeries ont commencé par fermer. Ensuite, c'était l'Europe, et puis ensuite les États-Unis, et puis à nouveau l'Asie. Enfin, ça a été une sorte de boucle comme ça qui a duré un petit moment. Et ben, c'est vrai que là, du coup, on a fait un grand investissement dans le digital. On a mis en place plusieurs programmes. Alors, on avait le programme s'appelait Perrotin Unlocked. Donc, on proposait des newsletters avec des contenus. Les artistes partageaient leurs playlists, des visites virtuelles d'expo. On a lancé des podcasts. On a lancé une web-série avec Jonathan Lambert aussi, qui nous faisait visiter des expositions sur un ton un peu humoristique. Ça, c'était une idée de Jonathan d'ailleurs. Et c'était un programme qu'il avait envie de proposer depuis longtemps à la télévision. Et en fait, ça s'est accéléré puisqu'on a vraiment ressenti, je pense tous ici, tous et toutes, ce besoin de rester connectés à l'actualité culturelle, et nous aussi, puisqu'on est des lieux qui accueillons du public dans nos galeries. Donc il y avait ça. Mais ceci dit, je nuance quand même sur l'aspect tout digital, puisque les moyens de communication un peu traditionnels sont quand même restés très présents, très actifs. Les achats publicitaires, les relations presse et les parutions, les achats d'espace, et puis aussi des événements, parce que nous, post-Covid, on a organisé tout de suite des grandes expositions solidaires, par exemple en invitant 26 confrères, consoeurs, galeristes à exposer à la galerie. On a organisé une chasse au trésor au Grand Palais qui était vide puisque la FIAC n'avait pas lieu. Donc on sentait qu'on avait besoin du digital, certes, mais qu'on avait aussi besoin de reprendre un peu pied et d'être aussi en contact les uns avec les autres. Donc ça a été une communication média, hors média. En fait, c'est 360 degrés et on a gardé certains canaux de communication depuis cette période-là, et puis on en a développé d'autres et repris d'autres aussi à la suite.
effectivement, l'aspect, le règne de l'instantané, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent très rapidement grâce aux réseaux sociaux, notamment aux newsletters, à l'envoi un peu massif comme ça de mailing. Et par ailleurs, il y a quand même une communication plus long terme, plus sur la durée. Et ça, c'est vraiment important à souligner, en tout cas pour les galeries de premier marché comme nous sommes. C'est-à-dire que nous, on travaille sur le long terme avec les artistes. Donc, il y a un effet immédiateté, le coup de com', le buzz, le ci, le ça. Mais il y a aussi une communication peut-être moins visible d'accompagnement d'un artiste, d'un nouvel artiste ou d'un artiste depuis longtemps, d'un repositionnement, d'accompagner une expo pas facile ou une œuvre ou un projet particulier. Et ça, c'est vrai que ça prend du temps et c'est quelque chose qu'on travaille vraiment sur le long terme et on a cette chance, je trouve, dans les galeries de pouvoir accompagner Takashi Murakami, Maurizio Cattelan depuis près de 30 ans, par exemple. Vous dire aussi que ce qui m'a frappé, moi, c'est vraiment qu'on est tous devenus médias. Vous trouvez pas ? Vous voyez, toutes les entreprises sont devenues des médias avec des équipes de com, relations presse, gestion d'achat d'espace, de plans médias et évidemment stratégie digitale, marketing digital, community manager, etc. On est tous devenus des médias et vous-même individuellement. Et moi, même où qu'on travaille aujourd'hui, je vais un peu loin, je force le trait, mais je trouve on travaille pour quelqu'un. Un bout de notre valeur, en dehors d'une efficacité qu'on va amener parce qu'on maîtrise des outils ou parce qu'on amène un savoir-faire, eh bien, on amène aussi une communauté. C'est important. Alors, ça dépend des boîtes, il faut être capable. Mais je trouve qu'on amène aussi de l'image en média. Et aussi, pour finir, un truc, peut-être ça va vous parler. Vous savez, par exemple, ici, il y a beaucoup de demandes. Vous voyez, ici, il y a 10-12 salariés. Et alors, chacun a sa vision. Chacun sait comment il faut faire sur les réseaux sociaux, vous voyez. Même si on prend des professionnels, mais oui, mais tu comprends, si, ça, chacun sait. Et en fait, j'ai découvert ça et ça a été des réunions géniales. J'ai dit, mais c'est super, mais toi, comment tu gères ça ? Ok, mais tu vois, depuis 6 mois, t'as pas fait un commentaire, tu fais même pas un like et tu viens dire comment. Donc, c'est très collectif. C'est vraiment, donc la question de la communication, c'est pas les autres. C'est chacun met une pierre et contribue, partage, abonde. Enfin, moi, j'ai cette vision. Je trouve que c'est important parce que je fais cet effort. J'ai dit, ok, si toi, tu le fais pas, on passe tous du temps, on passe 5-6 heures devant des écrans. C'est beaucoup. Le soir, d'entrer à la maison, de scroller, de mettre des commentaires, de partager quelque chose. C'est beaucoup d'énergie. C'est un vrai investissement. On donne et on reçoit. On a le droit de trouver ça pénible. Ça l'est un peu et de ne pas le faire. Il y a des conséquences aussi. Vous voyez, c'est un vrai choix. Mais donc, je trouve qu'il y a un engagement très collectif. Il y a quelque chose d'extrêmement collectif, puisqu'on est tous médias. Il n'y a pas une galerie, il y a à peu près 2000 galeries en France, 400 maisons de vente aux enchères. Il n'y a pas une entité qui n'a pas un community manager. On voit que c'est un enjeu. On revient à tous médias, etc. Donc, on donne ces clés. Mais je vous dis un truc, c'est assez étonnant parce que moi, je dois tout à ces métiers. J'ai démarré par ce métier. À 20-21 ans, je suis attaché de presse du lieu dans lequel je commence, qui est l'espace Pierre Cardin. Donc, je démarre par ces métiers de com. Moi, je trouve que je dois tout à ce métier. C'est des métiers qui nous font rencontrer tout le monde, qui nous rendent, vous voyez, au contact des autres. Donc, c'est des portes d'entrée extraordinaires. Par contre, 3 ans après, j'en avais marre. J'étais administrateur. 5 ans après, après, on évolue, vous voyez. Mais c'est des portes d'entrée formidables pour les jeunes. Personne ne veut faire ça. Ensuite, la stratégie d'eBay sur la communication, elle est assez claire. C'est vraiment de promouvoir l'inventaire de nos vendeurs et de promouvoir nos vendeurs directement. Il faut savoir que sur eBay, voilà, pour les catégories qui me concernent, on a plus de 15 millions d'annonces. Ça va de la commode Louis XV jusqu'aux sneakers. Donc, on a plein de choses à valoriser pour la France, sur notre plateforme pour la France. Bien sûr, 15 millions d'annonces en France. Il doit y avoir, je ne sais pas, 1 milliard d'objets dans le monde. Et notre force aussi, c'est d'avoir des échanges, que nos vendeurs et que nos acheteurs puissent acheter dans le monde entier. Donc on promeut aussi ces relations internationales, ces échanges et cet inventaire aussi international parce que depuis votre canapé, vous pouvez acheter une lithographie aux US ou vendre une sculpture au Japon. Et l'idée, c'est que tout le monde peut acheter quelque chose sans barrière, en fait, sans frontières. On n'est pas dans l'entre-soi du marché de l'art qui est parfois un petit peu embêtant. On est dans l'ouverture vers le monde, l'accessibilité. Et donc, la stratégie est un peu différente. Ce qui est assez intéressant quand je discute avec des professionnels du marché de l'art, je me rends compte que eBay est assez méconnu, en fait, finalement. Mais
Les objets de collection sont dans l'ADN d'eBay. Le premier objet qui a été vendu sur eBay, c'était un objet de collection. Et eBay existe depuis 1995. Donc, c'est l'ADN d'eBay, c'est l'identité d'eBay. Mais voilà, donc la stratégie qu'on a, qui est assez simple, c'est de mettre en valeur les beaux objets, les objets qualitatifs. Et vous avez des petites sélections derrière moi qui sont des sélections thématiques qu'on fait très régulièrement. Notre objectif, c'est de... Voilà, vous pouvez... comment dire, sur eBay, on a tellement d'objets qu'on est obligé de sélectionner et de mettre en avant des tendances, de mettre en avant des choses qu'on voit. Alors, c'est des curations, mais en ligne. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait des ventes, des pages dédiées avec des thématiques dédiées. Depuis quelques temps, on propose ce format de vente, en fait, qui sont des enchères beaucoup plus dynamiques. C'est-à-dire qu'on va revaloriser nos enchères et en fait répondre à une forme de spontanéité qui est nécessaire aujourd'hui. Les acheteurs nous ont demandé cette spontanéité. Et donc, grâce à ces ventes, en fait, qui sont des ventes thématiques qui ont lieu une fois par mois, on vous permet d'enchérir sur un objet de manière ultra simple depuis votre téléphone. Vous avez votre téléphone dans la poche, voilà, vous avez l'habitude de ce format, bien sûr. Mais alors, eBay n'est pas du tout une maison de vente aux enchères. Nous sommes un facilitateur, encore une fois, dans le sens où on permet à nos vendeurs de promouvoir leur inventaire sur ces ventes, de mettre en avant des objets qui sont exceptionnels. On leur demande, par précaution, de s'entourer d'experts pour avoir un peu plus de garantie et pour pouvoir distinguer ces objets de ce qui se trouve sur le reste de la plateforme. Et voilà, vous avez une expérience qui est fun, qui est accessible. Vous avez un timer qui se recharge de manière... à chaque fois qu'il y a une enchère, ça se recharge. Et voilà, ces ventes, elles sont géniales en fait. Elles nous permettent de montrer du street art, de montrer des sneakers, de montrer des montres vintage et de collection, du mobilier design. Et elles rencontrent un super succès aujourd'hui. Vraiment, c'est génial. On a eu peut-être 5000 à 7000 utilisateurs connectés par vente, hein, ce qui est quand même assez important dans ce marché. eBay est encore une fois une plateforme populaire mais fière d'être populaire. Plateforme iconique et populaire. On est très très fiers de ça et notre souhait, c'est d'inspirer, avec les petites sélections qu'on a vues, de suggérer des beaux objets sur notre plateforme et aussi d'apporter une forme de pédagogie, tout en étant très humble, hein, bien sûr, et d'ouvrir en fait le marché. C'est vraiment notre souhait, c'est qu'en fait tout le monde peut acheter un objet sur eBay. Tout le monde peut se faire plaisir en achetant un bel objet sur eBay et ça c'est super. Et donc c'est pour ça qu'on a des stories, une communication sur Instagram qui est assez pédagogique. En fait, on est entre nous, on sait tous un petit peu ce qu'est un bel objet. Les matériaux, la valeur, etc. On sait un petit peu distinguer parce qu'on a l'œil, mais de manière générale, tout le monde ne sait pas ça. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête lorsqu'on communique sur le marché de l'art. En fait, si on veut conquérir de nouveaux utilisateurs, il faut avoir cette idée que il faut rester accessible, il faut parler à tous. eBay a été un soutien pendant la période du Covid à la digitalisation des entreprises, du marché de l'art. On a énormément d'antiquaires sur eBay, notamment Opus. Il y a beaucoup de gens qui vendent sur eBay. Et on communique grâce à un programme qui s'appelle Toujours ouvert sur eBay, que vous pouvez en fait afficher une petite autocollante sur votre vitrine avec un QR code, hein, c'est très simple, qui vous redirige vers votre boutique eBay. Tout simplement. eBay a cette volonté depuis toujours, c'est encore une fois dans l'ADN d'eBay, d'être un soutien économique et de pouvoir permettre à certaines professions de se digitaliser, de vendre en ligne et de pouvoir participer à l'économie de manière générale. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus.